Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire intitulé Est-ce le grand retour de la qualité sonore dans la musique enregistrée? Je me présente, je suis Angélique Duchemin, directrice de l'association Agisson. Et ce webinaire s'inscrit dans le cadre des perspectives sonores, des journées de rencontres professionnelles autour du son, de sa qualité, de la prévention des risques auditifs et de tous les sujets qui animent l'association. Alors, si l'association a été créée autour de la musique live, il est apparu évident que des interactions se font bien sûr entre musique enregistrée et musique live, et c'est la raison pour laquelle les membres de l'association ont décidé d'ouvrir les statuts, mais également l'ensemble de ces sujets et de ces questionnements autour de la musique enregistrée. Donc, on entame tous ces questionnements avec ce premier débat qui va être animé par Sofian Fanen, que je vais laisser présenter ces intervenants. Alors, j'excuse l'absence de Antoine Bizou de Microclimat qui malheureusement n'a pu nous rejoindre pour des questions de santé. Voilà, je vous laisse la parole, Sofian. Merci Angélique, merci à toutes et tous déjà d'être présents pour ce débat. Je vais effectivement présenter nos intervenants. Christophe Chapelle, qui fait du mastering et qui fait également du son tourné avec plusieurs artistes qui réalisent le mastering de nombreux labels. Tu pourrais nous expliquer un petit peu dans quels secteurs musicaux tu travailles plus particulièrement. Et Frédéric Changenet, qui est au service innovation de Radio France depuis très longtemps, qui s'occupe notamment ces derniers temps du son immersif. Radio France travaille beaucoup, a beaucoup investi ces dernières années sur le son immersif et commence à être un acteur important du sujet. On va, alors effectivement, malheureusement, nous n'avons personne de la musique enregistrée, de la production de musique. Donc, si des labels sont présents dans la discussion, n'hésitez pas à intervenir dans le chat et plus largement, tout le monde est bienvenu dans le chat de cette discussion. Au fur et à mesure, je vais essayer de relayer les questions qui se posent. N'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à en poser. On va tout de même garder un moment d'échange spécifique à la fin du débat, mais n'hésitez pas au fur et à mesure des questions qui peuvent se poser à intervenir. Ça sera toujours riche voilà, d'informations, d'expériences et de questions supplémentaires que je n'aurais pas posées. Ce débat s'appelle est-ce le grand retour de la qualité sonore dans la musique enregistrée? Mais pour qu'il y ait un retour de la qualité sonore, il faut qu'il y ait eu une disparition de la qualité sonore. Et je voudrais faire un peu d'histoire avant tout sur cette question-là, et notamment aborder le moment MP3, le surgissement du MP3 et de la dématérialisation de la musique à partir de la toute fin des années 90, avec le peer-to-peer sur Napster, mais aussi sur beaucoup d'autres plateformes, et toutes les années 2000 et largement 2010 qui se sont faits avec de la musique compressée. Compressée en termes de données, non pas forcément en termes de son. Euh, et vous posez la question, aussi bien Christophe, Frédéric, comment vous avez vécu, vous, ce moment-là? C'est-à-dire, c'était la première fois, peut-être qu'il y a eu un préalable avec la cassette audio dans un certain sens, mais c'était la première fois où la musique diminuait en qualité sonore dans une distribution massive. On a eu une décennie, 15 ans de sons dégradés, sans que ça ait empêché quiconque d'écouter de la musique et de prendre plaisir avec la musique qu'on écoutait d'ailleurs. Comment vous avez perçu ce surgissement-là et ces années-là? Frédéric, si tu veux commencer. Ah, t'as coupé ton micro. Non. Allez, Tac. Frédéric. Voilà, le micro est ouvert. Eh bien, moi, le début des années 2000, ça a correspondu à mon entrée dans le métier. Donc, c'était vraiment la transition entre mes périodes d'études et le moment où j'ai commencé vraiment à travailler donc dans le son. Donc, moi, ce qui m'a marqué, est-ce que j'ai ressenti ça comme une baisse de qualité? Alors, bon, heu, oui et non, hein, parce que c'est vrai qu'on venait quand même,
de la cassette audio, le mode de diffusion facile de la musique. Avant, c'était la cassette audio, c'était pas un support de qualité, d'une très grande qualité. Quand on se baladait avec son Walkman, on avait donc une cassette, très limitée quand même sur le plan fréquentiel. Et on avait aussi un équipement de casque qui était pas forcément, il y avait des amplis casques dans les Walkman qui étaient pas non plus d'une qualité complètement dingue. Donc est-ce qu'on avait vraiment une très, très bonne qualité de son avant? Pas tout à fait certain. Ensuite, la diffusion sur Napster et autres plateformes de peer to peer, qu'est-ce que ça a apporté? Donc une dégradation du son, oui, parce que c'est pas forcément le fait d'avoir encodé en MP3 à un moment donné la musique qui dégrade la qualité, ça la dégrade un petit peu, mais surtout ce qui a beaucoup dégradé, c'est les réencodages successifs. Je récupère un MP3, je le réencode et il est encore réencodé par quelqu'un d'autre. Et à la fin, en effet, on a pu obtenir, des résultats, vraiment absolument lamentables. Par contre, c'est quand même le moment où la musique a commencé à se distribuer de façon totalement différente et c'est pour moi, plus qu'une baisse de la qualité, ce que je note dans ces années-là, c'est le moment où on a pu avoir un accès total à la musique. Pas besoin, de se recopier les cassettes d'une personne à une personne, pas besoin d'aller à la discothèque, de sa ville pour aller chercher des CD. On avait envie d'écouter une musique, on l'avait tout de suite. Moi, c'est ce que je note et donc ça, on l'a payé, bah, d'une part parce que c'était de la musique piratée, premièrement et puis deuxièmement, bah, parce qu'il y a eu, une dégradation de qualité. Une dégradation de qualité qui est venue, bah, parce que les encodeurs parce qu'il y avait eu ces encodages successifs d'une part, et parce que oui, ces encodages, successifs et ça, c'est arrivé et puis aussi parce qu'on utilisait aussi des débits qui étaient assez faibles parce qu'on était à la période début de l'ADSL, au tout début des années 2000. Donc si on voulait télécharger de la musique, ça prenait beaucoup de temps, et donc on utilisait des débits quand même assez faibles. Ça a été une période momentanée puisque maintenant, pour ce qui est de, transporter du son sur le web, on n'est plus limité du tout en termes de débit, enfin quasiment plus. Donc, ça a été pour moi une période vraiment de transition et de passage qui est maintenant aujourd'hui, bah, voilà, complètement terminée. Voilà. Donc Christophe, c'est à la fois c'est une baisse qualitative momentanée, systémique, parce que réencodage et parce que, débit, faible. Mais surtout, un changement de pratique d'écoute, très, très important. C'est ça que je note de ces années-là. Christophe, sur ce sujet, toi qui as les mains dans le son des disques physiques, mais aussi numériques, comment tu as vécu ce surgissement du MP3 en tant Alors, qu'auditeur et que pro de j'aimerais la remonter musique un petit à petit? petit peu plus en arrière. Euh, la qualité, elle a toujours été là parce que nous, de par notre métier, c'est la base de notre métier. C'est de produire des disques de qualité qui sont agréables à écouter, qui transmettent des émotions en fait. Maintenant, depuis les années, le début de l'industrie musicale, on va parler avec des grands moments, les Beatles, Led Zeppelin, ce genre de choses, les gens ont toujours essayé d'avoir des disques de qualité. Où c'est que finalement, c'était 90% de la chaîne audio du consommateur, donc du client qui consommait cette musique, qui allait faire le son. Donc, comme a dit Frédéric, le Walkman, la cassette, et ainsi de suite, et puis les moyens de duplication. Tout ça, c'est un domaine où c'est qu'on était encore, entre guillemets, analogique, ce qui veut dire qu'on transformait le son en une information électrique et puis elle était redonnée ensuite grâce au haut-parleur en son. Au début des années 80, on a créé un codec qui a permis de numériser le son. C'était le PCM en fait, plus code modulation. C'est basé sur la théorie du sampling en fait, si vous voulez. La théorie du sampling, c'est un système continu qui va prendre une partie du temps, qui est la musique, mais elle est valable entre l'entrée et la sortie. D'accord?
Donc, encore une fois, quand vous allez à un concert, ça passe par plein d'amplis digitaux, ça passe par les consoles numériques, ce genre de choses, mais vous n'écoutez pas en fait le résultat, le PCM qui sont des 1 et des 0. Vous écoutez vraiment la musique et on ne débat pas sur le fait que ben, ces 0 et ces 1 sont meilleurs que les autres, et ainsi de suite. Ce qui s'est passé en fait au début des années 2000, et quand, comme l'a dit Frédéric, moi je suis rentré dans l'industrie musicale à ce moment-là, c'est bien sûr l'avènement d'Internet, les bandes passantes très faibles, la musique piratée, le fait que les gens pouvaient avoir la musique de manière immédiate en fait. C'était je la télécharge, j'ai plus besoin de la payer, comme disait Frédéric, je vais pas à la discothèque, ainsi de suite. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ben, entre l'entrée du codec qui va numériser la musique et sa sortie, on a inséré un nouvel algorithme en fait. Et cet algorithme, c'est un algorithme qui allait réduire les données puisque on sait qu'un fichier stéréo qualité CD, c'est à peu près 10 mégaoctets et qu'un fichier MP3, c'est en moyenne donc 10 mégaoctets par minute, hein, un fichier CD, et un fichier MP3, c'est en moyenne 5 mégaoctets pour la totalité d'une chanson qui fait entre 3 et 4 minutes. Donc, où sont passées les données? Ça, bien sûr, c'est dans les codecs, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne sait pas comment ça marche finalement. Moi, je ne me suis pas vraiment intéressé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ben, toute l'industrie musicale, il y a eu tout le système de piratage, toute l'industrie musicale a commencé à vraiment baisser, il y a eu de moins en moins de budget, c'est des discussions qu'on a eues, ben, on se disait ben, l'argent dans la musique n'est plus forcément dans le disque, elle est dans le show, elle est dans le concert, parce que ça, les gens vont toujours consommer du concert, mais on passe toujours par le même codec de numérisation parce qu'on utilise des outils digitaux, donc ça veut dire que le processus marche, c'est juste qu'il y a quelque chose qui au niveau qualitatif, s'est enrayé en fait. Mais nous, dans la production musicale, on a toujours cherché à faire des disques de qualité et on continue toujours à vouloir les faire et on cherche toujours à faire ce genre de choses. Maintenant, c'est que les fameux 90% d'écoute de la chaîne d'écoute du public, eh bien, elle est en train de redevenir d'actualité en ce moment. Elle est en train les gens se rééquipent en matériel. Il y a le boom du vinyle, donc il faut une bonne platine. Il va falloir peut-être un bon ampli. Les technologies, le coût des technologies c'est un peu réduit, donc c'est plus facile d'avoir des enceintes de qualité à moindre coût. Et puis les gens se rendent compte finalement que, eh bien, entre un fichier qui est lu en MP3 et puis un fichier qui va être lu donc en PCM, donc en lossless, en haute qualité finalement, eh bien, il peut y avoir des différences. Et on s'en rend compte de plus en plus, surtout qu'on on a on est toujours une génération qui est assez basée sur le beat en fait dans la musique, où c'est que il y a beaucoup de transitoires, d'attaques, c'est assez percussif comme musique, hein, ce qu'on écoute. Et puis, tous ces codecs engendrent une certaine distorsion finalement. Et on s'y est habitué parce que la musique, il y a beaucoup de transientes comme ça, cache plus ou moins ces distorsions. Si vous écoutez de la musique qui est un peu plus, qui a moins de ces transitoires sonores, vous entendrez plus les distorsions du piano, une chorale, ce genre de choses. Alors que la musique dite on ne peut pas dire électronique, mais la musique où il y a des gros coups de caisse claire, des gros coups de grosse caisse, comme la musique électronique, le rap, eh bien, on les discerne moins. Et puis on s'y habitue aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bien, nous, on a continué à faire ça, et puis les gens nous demandaient des versions MP3 pour le mastering et ce genre de choses, et on essayait toujours de trouver, avec tous les outils qu'on avait sous la main, trouver le moyen que le son se dégrade le moins possible, mais finalement, sans réellement savoir ce qu'on appliquait, puisque on n'est pas les tenants et les aboutissants, du moins pour moi. Je me suis jamais vraiment plongé là-dedans parce que c'était voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Les tenants et les aboutissants des codecs, l'ossicodec, hein, de perte de données, de compression de données. Surtout que nous, avec l'artiste, on avait validé un master, on avait validé une prod qui était 100% qualité en fait. Et donc on allait se dire on va la dégrader, puis tant pis si ça la dégrade, on regarde pas ce que ça va faire, et puis tant pis pour le client. Donc, on a vraiment vécu ça comme c'est mettre tous ses efforts, ses larmes, ses joies, tout ce genre de choses dans une musique, dans un produit qui va partir sur le net, qui va être découpé, qui va être compressé, surcompressé, recompressé. Comme disait Frédéric, c'est un enchaînement
de situation, et puis au final, ben, les gens sont contents en fait. Et Et c'est bien qu'aujourd'hui, le changement se fait. C'est intéressant. c'est un aspect qui me semble intéressant dans vos deux réponses, c'est que dans ces années 2000 et 2010 en partie, euh, en fait, on s'est rendu compte, et enfin, en tout cas, le monde de la musique a fini par accepter ou se poser cette question et de se dire, en fin de compte, pour les auditeurs, enfin, après, c'est peut-être une question, est-ce que la qualité du son elle est majeure dans le choix d'écouter, d'acheter une œuvre, d'écouter un disque, etc. Ou est-ce qu'elle est toujours secondaire derrière la facilité d'accès, le plaisir instantané, la gratuité éventuellement dans les années 2000? Est-ce que c'est ça que les années MP3 nous ont appris? C'est-à-dire que finalement, la qualité du son, c'est un élément parmi d'autres, mais il est pas majeur pour les auditeurs et pour les consommateurs. Moi, je me rappelle d'avoir travaillé, d'avoir relu des débats dans les années 99, 2000, 2001, où les maisons de disques disaient mais le MP3 ça marchera jamais parce que la qualité du son est moins bonne. Et finalement, c'est là où les maisons de disques sont passées à côté du sujet au tout début du surgissement du MP3. Voilà. Est-ce que la qualité du son, elle est secondaire finalement derrière l'usage? Moi, je dirais qu'en fait, ce qui a vraiment changé certaines choses, c'est le fait de pouvoir consommer la musique en tant que single, comme ça a été à l'époque avec iTunes, qui était le plus grand vendeur de disques au monde, en fait, hein. Avec iTunes, on achetait les morceaux. C'était avant avec Apple Music, ce genre de choses. On achetait la musique sur iTunes, on le mettait dans son iPod, et ils ont vendu un concept, en fait. Et c'est ce qui a lancé en fait de se dire bon, mais tant que c'est pirate, tu as ce que tu as, tu t'es débrouillé, tu as ce que tu as. Venez pas pleurer, et ainsi de suite. Puis quand iTunes est apparu, puis que ça a été sur le devant de la scène avec les iPods, et puis que Apple a vraiment fait son gros boom commercial, et aussi que retour sur le devant de la scène, parce qu'avant c'était quand même des produits qui étaient faits pour les professionnels, c'était plus Windows, PC qui était devant. Là, ils sont revenus avec un gros comeback. Ils ont aussi démocratisé donc, enfin, iTunes, la vente de morceaux, c'était par single en fait. On pouvait dépioter les albums comme on voulait. On payait 1 euro, 1 dollar le morceau, on le mettait dans son iPod et puis c'était du MP3 et puis basta. Donc là, les gens ont fondamentalement, et l'industrie a fondamentalement accepté ça. Et a dit, voilà, ça y est, ça fait partie de notre mode de fonctionnement et on fait avec en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, maintenant, dans le fameux, ce que vous parlez tout à l'heure, le codec entre l'entrée de numériser la musique et puis la sortie, on a intégré un nouveau processus. C'est comme si à l'époque où il n'y avait pas de la digitalisation de la musique, entre votre platine vinyle et vous écoutiez, je ne sais pas, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, on vous disait maintenant, pour écouter cette musique, entre la platine vinyle et votre ampli qui va diffuser sur l'enceinte, il faut vous brancher votre platine vinyle dans un ampli Marshall. C'est très, très, très allégorique ce que je dis. Mais c'est ça. Mais sur l'ampli Marshall, vous n'avez pas le droit de toucher les boutons. Il n'y a pas de boutons, en fait. Mais c'est comme ça qu'il faut écouter la musique maintenant. Et donc, ça a été un peu imposé, aussi pour des questions de débit, des questions bien sûr, de stockage de données, parce qu'à l'époque, le gigaoctet, c'est pas comme maintenant. Un gigaoctet, ça coûtait quand même relativement cher. Donc, la compression des données, un CD, la durée d'un CD allez, une minute d'audio en CD, comme je l'ai dit tout à l'heure, stéréo, c'est 10 mégaoctets. Donc, on va diviser quasiment par 6 le poids des données. Donc, vous, dans votre iPod, vous allez pouvoir mettre plus de musique. Donc, du coup, c'est un argument commercial aussi. Vous allez pouvoir stocker plus de données dans votre disque dur et avoir plus d'accessibilité, plus de choix. Et on l'a accepté, on est allé dans ce sens. Et nous sommes payés par les labels, on peut dire ce qu'on veut, on peut éduquer les gens comme on veut à notre niveau, notamment au mastering, où c'est que c'est nous qui créons tous les différents formats pour les différents supports de distribution. C'est pas grave, les gens vous envoient une feuille de route, des notes de session en disant bon, ben, il nous faut ce format, 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 et vous donnez les formats qu'on vous demande. Parce que c'est comme ça, l'industrie fonctionne comme ça, et voilà.
Frédéric, peut-être sur cet apprentissage ou ce moment de réalisation douloureux pour le monde de la musique, pour les professionnels de la musique dans les années 2000, l'usage l'emporte toujours sur la qualité du son? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que, on n'a pas beaucoup d'éducation au sonore, là où, on a plus de l'éducation à l'image. Si on donne une image dégradée à des gens, ils sauront mettre des mots assez précis dessus, finalement. Mais, si on donne du son dégradé à écouter à du public non expert, il va avoir du mal à trouver le mot juste pour décrire, déjà s'il perçoit une dégradation il l'aperçoit de toute façon. Ça, il Mmh. l'aperçoit, ça c'est absolument certain, mais il l'aperçoit sans doute de façon un petit peu inconsciente et il va pas l'objectiver avec un vocabulaire précis. Mmh. Heu et donc c'est un peu notre problème parce que, à la fin, c'est une expérience d'écoute globale qui est dégradée et on écoute un titre, on se dit: «Bon, bah, ouais, c'était bien». Et peut-être que si on l'avait écouté avec une meilleure qualité sonore, on se serait dit: «Ah bah, c'était bien». Voilà, sans que ça aille plus loin que ça au niveau de l'analyse et ça, j'ai trouvé ça m'a pas fait frémir parce que, le titre est bien, mais, le mix est bien, mais, la qualité sonore, de diffusion à la fin est mauvaise. Ça, je pense que les auditeurs, dans leur très, très grande majorité, ils sont pas, ne peuvent pas faire cette différenciation-là. Donc ils prennent l'expérience dans sa globalité, totale. Et une fois de plus sur cette période, la grande période du MP3 où la qualité était vraiment dégradée, bah, là, ce qui a excité les gens, c'était d'avoir accès à la musique. Moi, je vois tous mes amis qui sont très mélomanes, qui vont chercher des choses rares et cetera. La qualité du son, ils s'en fichaient, mais totalement, c'était pas du tout un sujet. Le sujet, c'était d'avoir eu accès à telle version cachée qu'on ne pouvait pas obtenir autrement qu'en la piratant. Voilà, Exactement, c'était ouais. ça qui excitait les gens. Et si c'était de mauvaise qualité, c'est pas grave, parce qu'on avait déjà quand même accès à ce truc-là qui était inaccessible avant. Exactement, moi je me souviens et j'ai eu écouté alors beaucoup en FLAC en fait, qui est un format, on peut dire, low si donc qui de compression de données, mais c'est différent parce qu'il compresse les données comme un fichier zip en fait, la compression du format original et ce format original est décodé donc il y a pas de modification de la bande passante, des fréquences, il y a pas d'effets psychoacoustiques qui sont rajoutés. Et je me souviens que je rebondis sur ce que dit Frédéric, c'est que ça m'est arrivé en FLAC et aujourd'hui des plateformes comme Qobuz qui sont de très grandes plateformes qui font pas d'MP3 mais qui diffusent la musique, que ce soit en FLAC ou en Wave, qui sont les principaux formats qualitatifs aujourd'hui de la musique, d'avoir téléchargé en pirate des albums japonais parce que c'était introuvable en France, des versions japonaises, parce que dans les versions japonaises des albums, il y a toujours des bonus, des choses en plus. Donc c'est exactement ce que disait Frédéric, c'est d'un coup en fait Internet a ouvert le monde et ouvert les possibilités. Et l'homme, à partir du moment où il est sur des nouveaux territoires, c'est là où il est le plus vulnérable, où c'est que ben, tout ce qui va lui arriver, il va essayer, il va tester pour se faire ses propres expériences. Et comme les gens aiment avoir le dernier truc et écouter la dernière chose et à demander à leurs amis, écoutez cette nouvelle version aussi, ça, et bien ça a aussi emphasé le procédé de, ben, on reste sur du MP3, puis finalement, c'est bien comme ça, quoi. Une autre, conséquence du MP3 pour, cheminer un peu dans ces, et pour en arriver à la sorte de retour d'une question, en tout cas, d'un questionnement sur la qualité sonore. L'une des conséquences du MP3, mais c'est pas le seul, coupable dans cette affaire, c'est ce qu'on a appelé la loudness war, la guerre du volume, dans les années 2000, 2010 également. C'est-à-dire, enfin, d'ailleurs, je veux bien que vous nous expliquiez un petit peu les problématiques techniques et ce qui s'est passé, c'est-à-dire une augmentation, non pas du, une augmentation du volume perçu, c'est-à-dire de la compression de la musique, et à la fin, on a un son qui va nous sauter à la gueule, pour le dire clairement. Et c'est des effets qui ont été recherchés beaucoup dans les années 2000-2010. Mais est-ce que finalement, musicalement, c'était que négatif, ou est-ce que ça a aussi créé des courants musicaux, des effets musicaux? Voilà, je veux bien avoir
vos avis sur ce sujet, peut-être Christophe en premier, sur cet Alors, aspect-là. je sais pas, moi, j'ai une éducation musicale où c'est que j'ai grandi avec Nirvana, Rage Against the Machine, tous ces genres de musique qui sont des mix, qui sont relativement forts. C'est la musique qui est quand même. En fait, si vous voulez, le loudness, c'est l'opposé de l'impact. C'est-à-dire que plus il y aura de compression, moins il y aura d'impact dans la musique, puisqu'il y aura moins de dynamique, donc il y aura moins de détente au niveau des haut-parleurs. Donc, et où c'est qu'un ratio entre impact et loudness était vraiment bien fait, et où c'est que c'était plaisant à écouter, et c'était voilà, c'était vraiment super qualité, quoi. Ouais, c'était bien pensé. Et puis, plus ça a été, on sait tous que les gens disent c'est humain, ce qui est plus fort est mieux, en fait. C'est comme ça un peu que ça fonctionne. Et puis, je pense que Frédéric pourra un peu aller au-delà, puisqu'il travaille en radio. Et les radios ont aussi un peu ce comportement-là, avec toute leur chaîne de diffusion qu'il y a derrière, où c'est qu'ils compressent, ils font plein de choses. Ils tendent d'aller un peu vers là. Moi, ça m'arrive de donner des masterings qui sont où c'est que le ratio impact loudness est très plaisant à moi dans le studio. Je peux écouter ces masterings, par exemple, dans un club, où c'est que j'ai un gros sound système de club, et puis je les écoute, je dis, ah, c'est plutôt pas mal, on va regarder comme ça. Puis derrière, il va voir les gens du label, donc les gens qui vont me payer, qui vont dire, non, il faut que ça soit plus compressé, il faut que ça soit plus fort. Donc, il faut que je retourne en arrière, que je travaille. Donc, la décision, en fait, finalement, elle vient pas forcément de nous au niveau du travail sonore. Elle va plutôt venir de personnes qui sont dans les bureaux, dans les labels, et puis quand ils vont recevoir les projets, ils vont mettre play sur leur chaîne Wi-Fi dans leur bureau, et il faut que ça sonne comme si ça sortait de la radio, en fait. Donc, ce phénomène-là, plus le phénomène de radio par derrière, eh bien, la musique va encore plus se compresser, va être encore plus forte, va être encore plus écrasée, va y avoir moins d'impact. Et puis, ce qui se passe, c'est que bien, nous, on connaît le fonctionnement de l'oreille, on connaît le fonctionnement du corps humain en tant qu'ingénieur du son, parce que c'est les bases de la théorie sonore finalement, et puis on connaît comment réagit l'oreille à certains volumes, et puis on sait travailler sur certaines fréquences pour faire paraître le morceau plus fort alors qu'il n'est pas forcément plus fort. En fait, on a plusieurs modes de travail pour donner la sensation qu'un morceau va être plus présent en fait, sans être plus compressé. Mais on a toujours derrière l'épée de Damoclès d'un label manager qui va dire non, il faut que ce soit plus fort, il faut que ce soit compressé, il faut que ce soit compétitif. Aujourd'hui, la compétition, on est arrivé à un moment, le fameux album Death Magnetic de Metallica, où c'est que ça a été un peu, nous, une pierre angulaire dans notre travail, où c'est que bien, c'était complètement inaudible en fait. Et tellement que c'était compressé, que c'était fort, que c'était violent, et les gens préféraient la version Guitar Hero, donc sur PlayStation, parce qu'ils avaient fait, Sony avait dit on veut pas ce volume sur la PlayStation, on veut quelque chose de plus, avec plus d'impact et un bon ratio loudness impact en fait. Et les gens préféraient la version Guitar Hero, et encore mieux la version vinyle, puisque dans le vinyle, plus vous allez en fait compresser le signal, plus vous allez générer du loudness, plus vous allez tendre vers finalement un signal qui va être continue, c'est-à-dire une ligne dans le son, alors que normalement le son c'est une succession, c'est un sinus. Donc plus vous allez donner de compression, plus vous allez tendre vers cette ligne, et puis les haut-parleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu d'osciller comme ça sur le sinus, ben, ils vont juste qu'avancer, quoi, et ils vont plus jamais reculer. Et on va perdre cette sensation d'impact, ou c'est la sensation du piston qui nous arrive et qui nous frappe. Donc c'est là où c'est que le bon ratio entre l'un et l'autre, c'est important, mais on a toujours derrière nous, ben, faut que ça soit le plus fort, faut que ça soit plus fort que le voisin, faut que ça soit ci, faut que ça soit ça. Et nous sommes dépendants, en fait, si vous voulez, la conception du loudness. Prenez un album comme Alabama Shakes, Sounds and Colors, produit et mixé par Sean Everett, producteur américain. L'album a été conçu pour être loud, pour être fort, violent, très compressé. Et il a fait ça au moment des arrangements, en fait. Ça a été fait à l'arrangement, ça n'a pas été fait nous au mastering. Parce que nous avons des restrictions au mastering. Si c'est prévu en amont pour que ça soit comme ça, parce que c'est comme ça qu'est la vision de l'album au final, toute la chaîne va être respectée. On va arriver à quelque chose qui va être loud et qui va être pensé comme ça, qui va être puissant, où c'est qu'on va réussir à avoir une certaine sensation d'impact, mais au détriment d'autres choses, bien sûr. Et c'est pas
au mastering, on va essayer, mais on peut le faire, mais ça peut devenir très vite grossier, en fait. Parce que c'est les arrangements qui priment, en fait. Donc la qualité de la musique et de comment la musique est gérée, de comment la musique est créée en amont, c'est toute une répercussion. Et nous, on est à la fin de la chaîne et puis on fait ce qu'on nous donne finalement. Et des fois, ça peut être bien fait, des fois, ça peut être mal fait. Frédéric, sur cette montée en volume, enfin en compression de la musique, mais effectivement de la radio en partie, comment Radio France, les antennes de Radio France se sont positionnées, ont réagi dans cette évolution-là? Bien, en fait, bon, cette Loudness noire, je pense que les radios, elles sont quand même assez coupables un peu, hein, dans toute cette aventure parce que, bon, bah, il y a quelque chose de très technique là-dedans, c'est que pour la diffusion en FM, donc la diffusion traditionnelle de la radio, donc dans la façon dont on transmet le signal, le niveau de signal a une importance sur, la couverture, que va permettre l'émetteur. Donc si on a un programme qui a une très grande dynamique et donc un niveau moyen, c'est-à-dire un niveau de loudness assez faible, et ben, en fait, on captera moins la radio, tout simplement. D'une part, on la captera moins loin, on la captera moins bien et en plus, on risque de se faire polluer par une radio concurrente qui serait sur une fréquence proche. Et Voilà, qui émettrait plus fort, par et qui ailleurs. émettrait, alors plus fort, Il y a eu des au guerres comme ça maximum, elle peut pas entre émettre radios. plus fort parce que tout ça est contrôlé, on n'a pas le droit de dépasser un certain niveau et c'est contrôlé, par l'Agence nationale des fréquences. Donc ça, c'est, si on dépasse et on fait des excursions, on se fait rappeler à l'ordre très rapidement. Mais comme on ne peut pas dépasser un certain niveau, bah, l'idée, c'est d'être à ce niveau maximum en permanence. Voilà, et donc c'est pour ça que à la sortie, des, consoles de diffusion, il y a ce qu'on appelle des traitements d'antenne qui, bon, vont donner une couleur, donc qui vont être des traitements fréquentiels, mais également des traitements dynamiques très importants avec des compresseurs et des réglages automatiques de gain qui vont faire que même si je diffuse une symphonie de malheur où je vais avoir 20 minutes, de niveau très faible, parce qu'on va être dans les pianissimi avec très peu de choses, et ben là, on va remonter le niveau, de façon très, très importante, de façon à occuper l'espace à la diffusion. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si au niveau de la production musicale, on se dit: «Bah, c'est génial, moi j'ai le droit à une super dynamique, je vais garder une grande dynamique». Une fois que le titre va passer à la radio, il va être extrêmement dénaturé parce que ça va passer dans ces traitements d'antenne qui sont, assez violents, Heu, donc ça, il y a de bonnes chances que ce soit pour ça que ensuite, au niveau de la production musicale et au niveau du mastering, on demande: «Bah, non, faites-nous un truc qui est déjà balèze, au moins on le maîtrise» et si on a déjà compressé en amont, quand ça va passer en radio, eh bien, il y aura moins de dégradation parce que le travail a déjà été fait en amont et c'est nous qui l'avons fait et on sait ce que ça donne. Bon. Sur le côté, Radio France, on n'est pas sur nos 7 antennes, on n'est pas les plus fortes, hein, voilà. Il y a un travail, de traitement d'antenne qui est fait dans une idée d'une certaine qualité sonore. Mais c'est toujours un arbitrage qui est très, très compliqué, à faire entre, bah, un directeur de chaîne qui va dire: «Bah, attendez, vous êtes gentil, mais moi, j'ai envie que quand je suis à 130 dans le Renault Kangoo, au fin fond de la Mayenne, je veux Faut que 1 ça qu'on tabasse, capte quoi. la radio et 2 qu'on entende quelque chose. Donc vous mettez un petit peu de compression quand même pour que, voilà, et derrière, on va avoir des gens qui fabriquent les programmes, des ingénieurs du son qui vont dire: «Ah non, là, vous nous massacrez tout». Donc il y a eu au début des années 2000, il y a eu un grand changement de paradigme dans les traitements d'antenne, notamment à France Culture, qui n'avait quasiment pas de traitement d'antenne à cette période-là. Et d'un seul coup, il y a eu la volonté, d'ailleurs, il y a une directrice qui est arrivée, qui a dit: «Bah non, mais c'est pas possible. Dès que je prends la voiture, je peux plus écouter. Donc vous me faites quelque chose, mais là, c'est juste pas possible au niveau de la diffusion». Et donc là, on a eu un traitement d'antenne qui, d'un seul coup, a été assez violent et alors notamment sur les programmes de création, alors sur tout ce qui était voix parlée, magazine, info, et cetera. C'est pas vraiment problématique parce que là, il y a pas de grandes problématiques de qualité de son.
Mais sur tous les programmes de création de type fiction et documentaire de création qui pouvaient être diffusés, qui occupaient une grande place sur l'antenne de France Culture à cette époque-là, bah, c'était une véritable boucherie sonore, tout simplement, parce que là où en production on pouvait vraiment jouer sur de la dynamique ou des choses comme ça, bon, bah là tout ça a été complètement détruit par le compresseur d'antenne. Bon, ce compresseur, on ne peut pas le retirer pour des raisons techniques, il est obligé d'être là. En production, on est obligé d'en tenir compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre une dynamique trop importante. C'est pour ça qu'il y a un nouvel outil qui est arrivé il y a quelques années maintenant, qui est une mesure de loudness, voilà, qu'on appelle, qui répond à une norme qui s'appelle la R128, et qui est une norme qui, pour nous, les broadcasters, est très importante parce que c'est une norme qui va établir un niveau moyen de diffusion. En fait, c'est pas, ça nous donne pas une valeur maximale que va atteindre le programme à un moment donné. C'est en gros le fortissimo de la symphonie. Non, ça va nous donner une indication du niveau moyen perçu du programme de son début à la fin. Ça veut dire qu'il peut y avoir des moments faibles et des moments très forts dedans. Et en moyenne, ça va nous donner tel niveau donc de loudness. Voilà. Et donc cette norme-là, pour nous, elle est très importante parce qu'elle nous permet donc d'obtenir une homogénéité de niveau sur les programmes qui se suivent sur une antenne les uns à la suite des autres. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a finalement un nouvel outil où pendant toute la Loudness War, l'idée, c'était, bah voilà, sur un CD, on peut moduler jusqu'à tel niveau et c'est le niveau crête maximale. De toute façon, il peut pas dépasser, on ne peut pas le dépasser, sinon après, c'est saturation. Et donc, l'idée, c'était d'être à ce niveau-là en permanence au maximum, au plus fort. Avec ces nouvelles mesures et ces nouvelles normes, alors là, je parle plutôt de la diffusion broadcast, hein, radio, télévision. On n'a pas du tout vocation à être au maximum tout le temps. Non, on est à un niveau moyen et ce niveau moyen doit être équivalent un petit peu sur toutes les plateformes. Chez Apple, sur iTunes, il y a une fonction un petit peu comme ça, hein, qui existe depuis très très longtemps, qui met un peu sur un pied d'égalité tous les titres. Et qui, si cette fonction est enclenchée, va vous activer un gain sur chacun, va calculer le niveau moyen de chaque titre et le mettre à un niveau qui va être équivalent pour tout le monde. Oui, c'est le cas sur la plupart des plateformes de streaming aujourd'hui, hein. Il y a Ouais, des tout à options fait. qui permettent comme ça de normaliser le volume. Est-ce que, est-ce qu'on sort un peu de cette loudness war en termes artistiques aujourd'hui? Je sais pas. Moi, c'est une question pour Christophe. Enfin, toi qui vois les œuvres, moi j'ai l'impression que de voir réapparaître, alors de temps en temps, c'est clairement peut-être marginal, mais par exemple une pop un peu plus vaste, un peu plus avec plus d'espace, avec voilà, des instruments où tout est moins au milieu, tabassé. Ou est-ce que c'est juste une perception et on est toujours dans un monde de la musique qui est très C'est-à-dire compressé? que les gens sont un peu plus éduqués, on va dire, sur ça maintenant. La différence d'avant, c'est qu'il fallait que ça soit toujours le plus fort parce que c'était le plus fort qui l'emportait. Parce que l'oreille, c'est un organe qui est le plus facile, qui distord le plus facilement. C'est la vue prend le dessus sur l'oreille, ainsi de suite. Donc, on entend, comme disait tout à l'heure Frédéric, eh bien, même si ça fait ouais, c'est pas mal, mais les gens s'en contentaient. Aujourd'hui, les gens sont quand même un peu plus éduqués sur tout ce, là où on est, sur tout ça. Donc, nous, au niveau du mastering, on fait ce qu'il faut pour la musique, en fait, et on va dans le sens de la qualité de l'enregistrement et de la production phonographique. Et on a moins de retours de personnes de label qui veulent que ça soit le plus fort possible, que ça soit hyper compétitif et ainsi de suite. Surtout parce qu'aussi la musique aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les albums sont découpés. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand le concept de mastering, c'est quand même homogénéiser un album, mettre tout le monde pas forcément au même niveau, mais qui a quand même une suite logique dans la séquence de la musique sur un album. Aujourd'hui, on va pouvoir prendre des singles à droite à gauche dans un album, complètement découper l'album. Donc, chaque morceau, finalement, on ne va pas dire que c'est un single, mais il peut avoir une âme qui va être, et une gestion qui va être quand même un peu différente. Et on va avoir moins de pression de la part des labels
Parce que, comme je disais tout à l'heure, ils sont éduqués, ils ont cette notion de fait que bien aujourd'hui, les plateformes de streaming ont un certain niveau de, 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 de lecture et de diffusion. Moi, j'en tiens pas compte parce que ça voudrait dire que ça voudrait dire que Frédéric doit me dire ce que je dois faire pour que la musique soit bien et il doit dire aux artistes ce qu'ils doivent faire pour que la musique soit bien. C'est des systèmes de diffusion, on est d'accord, c'est pas des systèmes de production musicale entre guillemets où c'est que on va créer les émotions et on va créer le momentum musical finalement. Donc, je pense que ça vient plutôt d'une éducation et de tout ce qu'il y a et de tout ce que les gens voient, de tout ce que les gens entendent. Et puis, c'est aussi beaucoup plus facile de se documenter puisque sur Internet, il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus d'articles qui sont facilement, qu'on peut lire plus facilement. Je pense que ça vient plus d'une éducation finalement que du fait que c'est nous qui changeons. Nous, on continue à faire ce qu'il faut et ce qui nous plaît dans la musique et comment on le ressent. D'accord. Et c'est ce qui fait que la musique reste un média qui est humain, puisqu'on est dedans juste du début à la fin. C'est des humains qui gèrent le processus. Est-ce que euh, le fait que le public est équipé différemment aujourd'hui, on a tout un mouvement des casques, alors, les AirPods qui se diffusent très fortement, des gens sont très équipés de casques. Les voitures ont des équipements de diffusion. Alors on parlait de la Kangoo au fin fond de la campagne, mais une voiture récente aujourd'hui sonne quand même, même une voiture d'entrée de gamme de base sonne quand même différemment d'une 205 des années 90. On a comme ça les systèmes de home cinéma à la maison. Il y a un petit retour de la hi-fi avec des gens qui se rééquipent en platine ville, donc un peu d'amplis qui retrouvent leur place sur les étagères chez Darty ou à la Fnac ou chez Boulanger, etc. Voilà, il y a ce mouvement-là. Est-ce que ça qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit qu'il y a une demande quelque part d'un autre moment sonore, ou est-ce que ça dit juste qu'il y a une stratégie commerciale des vendeurs et que les plateformes et le monde de la musique va nourrir cette nouvelle opportunité d'une amélioration de la qualité du son, parce que tout d'un coup, ça devient possible. Peut-être Frédéric. Alors moi, je ne sais pas, où est la poule et l'œuf, là-dedans, mais ce qu'on peut constater en effet, c'est que je pense que là, aujourd'hui, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont jamais été aussi bien équipés pour écouter de la musique, convenablement. Bah, déjà premièrement parce que, énormément de gens écoutent au casque. La majorité de les écoutes, il me semble bien, se fait, au casque. Heu, les gens aiment bien s'acheter des casques qui sont, ma foi, pas trop mauvais. Alors évidemment, selon des critères, professionnels, pas forcément, génialissimes, mais néanmoins, voilà, je pense qu'on n'a jamais eu ça. Même des, écouteurs de téléphone, de base fournis avec le smartphone, bien souvent sont pas si mauvais que ça. Donc quand on est au casque, on est relativement isolé, enfin à condition d'avoir des écouteurs qui sont un peu isolés, ou qu'on écoute dans un milieu, assez, isolé des nuisances sonores. Bah, on est dans de bonnes conditions pour écouter la musique et puis l'avantage en plus, du casque, c'est qu'au moins on est bien placé, ce qui est pas le cas, quand on est devant des enceintes. Concernant l'écoute aux enceintes, il y a eu le boom des petites, boombox, des petites enceintes. Alors c'est bien, c'est un bon retour de la mono. Ça Ça, ouais. c'est assez intéressant, je trouve. Néanmoins, spectralement, bah, c'est pas si mauvais que ça. Enfin, ça dépend lesquels évidemment, mais enfin, il y a un niveau moyen d'équipement qui est pas si mauvais. Après, pour tout ce qui est, hi-fi, je pense que ça j'ai pas l'impression que ce soit, c'est peut-être un épiphénomène, ça me semble pas énorme et puis C'est un frémissement, oui. Mm. ouais et puis c'est sur un public averti parce que, ben, voilà, à partir du moment où on va mettre des enceintes dans une pièce, bon, quelle est la pièce dans laquelle on les met? Alors, au-delà de la qualité même des enceintes, bon, on a pas mal de chances qu'elles soient de pas si mauvaise qualité que ça. Néanmoins, si on les positionne mal ou dans une pièce avec une mauvaise acoustique, bon, bah, ça sert à rien, voilà, tout simplement. Mais, ne serait-ce que par ce boom du casque, heu, bon, bah, voilà, là, on n'a jamais eu cette qualité-là. Mhm. Et c'est parce qu'aussi la technologie est moins chère, donc comme disait Frédéric, les gens ils arrivent à s'équiper
relativement aisément. Donc, c'est tant mieux parce que est-ce que la technologie va continuer, va aller en s'améliorant de plus en plus sur le rendu? Je vous rappelle encore depuis le début, moi, l'histoire de numériser la musique, ça a été conçu comme une entrée et une sortie. C'est ça le concept en fait. Et c'est pas je prends juste l'entrée et puis advienne que pourra de la sortie. C'est vraiment le concept, le son rentre, est numérisé et ressort. Donc, nous, de notre côté, quand on enregistre la musique avec des convertisseurs analogiques vers numériques qui valent 10 000 euros, le canal stéréo, donc gauche-droite, on fait tout pour qu'on ait la meilleure qualité, le meilleur rendu et le meilleur, que ça soit vraiment le plus proche possible de la source. Et ensuite, derrière, quand on va distribuer le support, ça va être chez les gens. Et c'est là où c'est que bien une partie de ce théorème nous échappe un peu, en fait. Et depuis pas mal de temps, comme disait Frédéric, et la technologie, bien, on a vraiment de la chance, et notamment sur les boombox, moi le premier, j'en ai une là. Ouais, c'est un outil de référence, quoi. Hein. Je load mes masters dans le téléphone, sur une appli, je mets en Bluetooth et puis j'écoute et puis je regarde si j'ai pas tout qui part dans tous les sens, si j'ai bien si ça reste consistant. C'est une manière d'écouter et de gérer en plus de tout mon armada de super enceintes, l'acoustique et ma boombox. Je pédale sur le vélo avec, je fais la cuisine avec et c'est comme ça que je teste en fait la musique de manière distraite et me dire, c'est un peu comme ça aussi que les gens écoutent la musique chez eux. Il va y avoir des enceintes qui vont être posées sur une étagère et puis ils vont être en train de cuisiner. Et c'est à ce moment, quand c'est bien, quand toute la chaîne de production musicale, tout est suivi et que vraiment le théorème de numérisation est complet, où c'est ils vont attraper des momentum et des émotions dans la musique parce qu'ils sont occupés à faire autre chose et l'oreille va attraper et capter ça parce que ça a été un peu mis en avant et ce genre de choses. Alors qu'avant, sur des enceintes, sur des casques en mousse comme on avait dans les années 90, c'était un diable parce qu'on avait tout qui rentrait partout. C'était pas, ça repuyait pas. Il y avait la mousse qui faisait un filtre haute fréquence. C'était juste, on entendait juste la voix, quoi. Qu'est-ce que vous pensez des conditions sonores des grandes plateformes de streaming? On va parler du mouvement vers le lossless, voire vers la HD après. Mais aujourd'hui, les grandes plateformes grand public, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, c'est vraiment voilà, les principales de très 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 loin. Que penser du traitement sonore, de la qualité du son qui est proposé aujourd'hui sur ces plateformes? Et est-ce qu'elles ont travaillé dans le sens déjà d'une qualité de musique compressée, hein, parce que c'est de la musique compressée aujourd'hui, mais est-ce que voilà, il y a un travail qui est fait pour que le son soit malgré tout vraiment satisfaisant? Ce que je dirais là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, sur les plateformes de diffusion, la qualité sonore, c'est pas vraiment un sujet. C'est-à-dire que donc il y a les offres HD qui sont des offres un peu commerciales ou alors qui s'adressent à un public audiophile, qui est vraiment une niche toute petite. Mais pour l'auditeur lambda qui est moi, par exemple, bon, sur mon abonnement Spotify ou Qobuz ou je ne sais quoi, j'ai pas forcément du linéaire, donc j'ai pas forcément du PCM, j'ai du son compressé, donc de la donnée compressée. Néanmoins, avec les algorithmes qui existent aujourd'hui, pour mon utilisation quotidienne de la musique, si j'ai un bon encodage MP3 en 320 kilobits par seconde ou un Ogg Vorbis avec une suffisamment bonne définition sur Spotify ou un AAC, bon bref, les algorithmes aujourd'hui, ils sont quand même d'assez bonne qualité. On a aussi des débits qui sont plus élevés que ce qu'ils ont été. Donc pour moi, c'est pas vraiment un sujet, c'est pas vraiment un problème. Il n'y a pas de problématique de qualité. Voilà. Après, si j'ai envie de me faire une écoute magnifique sur un très bon système, évidemment, il y a ces offres à très haut débit. Les offres HQ que tout le monde développe un petit peu, chacun de son côté. Là, pour le coup, le vrai game changer, il est plus sur le son immersif, pour moi, que sur, voilà, l'utilisation de tel ou tel codec à tel ou tel débit. Ce qui a vraiment totalement changé par rapport au début du MP3, la qualité des codecs
et surtout les cascadages de codecs, ce qui faisait que la musique compressée était de mauvaise qualité au début des années 2000, principalement, pas que, mais principalement le cascadage des encodages divers et variés, parce que ça passait d'un utilisateur à l'autre qui réencodait. Aujourd'hui, quand je lis un truc sur Spotify, il a été encodé pour Spotify et point. Il n'y a Ouais. pas de réencodage derrière. Et c'est un encodage professionnel, c'est pas un encodage qui a été fait sur un ordinateur de bureau de Exactement, façon, exactement. Mmh. avec des Aujourd'hui, options un petit peu aléatoires. Ouais. Christophe? d'un point de vue purement technique et puis théorique et puis d'esthète, on peut dire que là, il y a une différence qui va se faire au niveau d'un fichier PCM Wave de haute qualité, donc qui est la vraie source, ce que nous on fait quand on fait nos masters et qu'on enregistre nos masters et qu'on les donne au label pour qu'il les distribue. Faut savoir que bien quand on numérise la musique, on va créer une forme d'onde qui va représenter le son et puis on peut voir cette forme d'onde dans notre ordinateur. Ce qui se passe, c'est que les codecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont eux, modifier cette forme d'onde parce qu'ils vont retirer certaines fréquences, ils vont rajouter des effets psychoacoustiques, ils vont faire plusieurs choses qui va y avoir derrière. Donc, d'un point de vue purement technique et purement scientifique, il y a rajout de matière sonore, on enlève de la matière sonore pour arriver à certains résultats, donc c'est d'un point de vue purement technique, on ne parle pas d'écoute pour le moment, et ça engendre de la distorsion. La distorsion, c'est rajouter un signal autre au fichier originel. Ça, c'est purement technique. Donc maintenant, au point de vue auditif, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans le métro ou que vous faites la cuisine ou que, je sais pas, vous êtes au supermarché et que vous écoutez vos earbuds ou, je sais pas, que vous écoutez votre Spotify, vous n'êtes pas dans des conditions forcément où c'est que vous allez vraiment l'entendre parce que c'est relativement bien fait et c'est relativement bien créé. Et de toute façon, ça s'oriente à un public qui, fondamentalement, n'en a pas forcément quelque chose à faire de la qualité audio. Tout à l'heure, Frédéric, tu parlais de Cobuzz. Cobuzz, ça fait des années que ça existe. Avant, c'est une plateforme de vente de disques. C'est un magasin de disques numérique. Ils se sont mis au streaming. Cobuzz n'a jamais streamé de MP3. C'est leur politique. Ils streament du MP3 en 320. Ils se sont mis au MP3 320, ouais. Oui, oui. Ils en ont eu à un moment, oui. Ils en ont eu à un moment. Après, ils sont passés au lossless sur l'ensemble de leur catalogue, puis au 24 bits. Donc, il y avait ça, il y avait en FLAC aussi. Donc, c'est finalement, je pense que c'est quelque chose où on va payer plus cher l'abonnement. Ça, c'est clair, parce que ils ont besoin peut-être de plus de serveurs, plus de bandes passantes, ou je sais pas, tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir stocker tout ça. Mais voilà, moi je sais que j'ai mon lecteur où je stream Cobuzz dans le studio directement quand j'ai besoin d'écouter des références ou quand j'ai envie d'écouter de la musique parce que Spotify, ça s'entend ici au studio, par exemple, d'accord? Quand vous écoutez les reverbs, tout ce genre de choses, vous entendez que c'est un peu plus granuleux. Les charlets, ils n'ont pas vraiment des bonnes attaques, ils font chut au lieu de faire psh. Pareil pour les grosses caisses. Les fronts montants d'attaque, ils font pas vraiment boum, ils font voum. Donc, il y a quand même des choses qui sont enlevées, des choses qui sont rajoutées. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse fondamentalement parce que c'est une résultante de mon travail à la vraiment fin de la chaîne de distribution. Et on est obligé de faire avec aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe d'un point de vue auditif. D'accord. Mais c'est encore une fois, comme le disait Frédéric, c'est dans des conditions extrêmes de travail où c'est que voilà, on est dans un environnement qui est fait pour l'écoute et il n'y a pas de gêne à l'extérieur. Maintenant, voilà, hein, quand j'écoute de la musique sur ma boombox, c'est du Bluetooth. Hein, le Bluetooth, ça convertit en MP3. Et puis, ma boombox, elle est sur le coin de mon escalier. Et puis, moi, je suis en train de déplucher les patates, quoi. Et puis, l'escalier caisse de résonance dans tous les sens. Et puis, est-ce que je me rends compte qu'à ce moment-là, c'est du MP3 ou ce n'est pas du MP3? Non, je peux pas vous le dire parce que je ne fais pas une écoute focus en fait, je fais une écoute distractive. Maintenant, est-ce que ça peut s'avérer dans un
moment où c'est qu'on a un casque d'assez bonne qualité sur les oreilles, où c'est qu'on est vraiment fermé, on est enfermé dans sa bulle, hein, qu'on soit chez soi ou qu'on soit dans un métro, ce genre de choses. Je pense qu'avec une certaine éducation et un certain entraînement et surtout montrer aux gens ce qui peut se passer, leur faire, comme on dit, spotter, donc mettre leur nez sur ce que ça va changer, eh bien, ils vont s'en rendre compte en faisant une comparaison AB. Ils vont dire, ah, finalement, parce qu'ils vont avoir entendu la différence et vous allez leur mettre la différence devant les yeux. Et quand vous allez faire la comparaison AB entre le fichier MP3 et le fichier lossless, ils vont dire, ah, voilà. Mais parce que s'ils ont un système d'écoute qui va leur permettre de faire ça, d'accord? Ils sont dans des conditions où c'est qu'ils ont une écoute attentive et où c'est qu'ils ont envie de décrire et où c'est que c'est un moment vraiment où c'est qu'on voilà, et on a envie de vraiment écouter une pièce, comme on regarde un film finalement. Ce qu'aujourd'hui les gens ne font plus, c'est très rare. Les gens ils vont pas s'asseoir dans un canapé entre leurs deux enceintes parfaitement alignées, dans une superbe pièce acoustique, mettre play et puis pas bouger pendant 20 minutes. Mais est-ce qu'ils l'ont, d'ailleurs, est-ce qu'ils l'ont jamais fait? Finalement, c'est beaucoup le fantasme des années vinyles où on fantasme une écoute avec un cognac devant le feu le soir, d'un disque parfaitement pressé, Le bruit du etc. feu, Alors ça que va donner. les années vinyles, c'était aussi beaucoup du plastique recyclé, du pressage fait n'importe comment, et l'écoute dans la vie de tous les jours, avec effectivement les enfants qui courent, je ne sais quoi, on écoutait ça sur des platines pas terribles et des enceintes vraiment pas du tout glorieuses dans les années 70 parce que tout coûtait très cher. Donc effectivement, on a aujourd'hui beaucoup progressé quand même sur tout ça. Mais quand je vous entends, en fait, le la piste de bascule des grandes plateformes de streaming aujourd'hui vers la haute qualité sonore, est-ce qu'elle est intéressante ou est-ce que, et pour aller vers la spatialisation que tu as évoquée, Frédéric, est-ce que c'est ça la piste finalement la plus intéressante? C'est Apple Music qui a bougé sur le Dolby Atmos et qui essaye d'imposer une nouvelle norme sur sa plateforme de streaming, sur Dolby Atmos, donc une certaine spatialisation. Radio France qui travaille aussi au niveau diffusion radio sur cet aspect-là. Est-ce que plus que streamer de la qualité CD, voire de la qualité Master Studio avec le 24 bits qui est disponible sur Qobuz ou sur d'autres plateformes, est-ce que ça c'est une niche et la vraie révolution sonore en termes d'expérience artistique et d'expérience d'auditeur, elle est sur la spatialisation plus que sur la qualité. Frédéric, peut-être sur ce sujet-là en premier. Je pense que oui, et je pense qu'en plus qu'on peut être assez affirmatif là-dessus. Là, aujourd'hui, on ne l'aurait peut-être pas été. Si on avait eu cette discussion il y a 2 ans, j'aurais peut-être été un peu plus prudent. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que là, il y a un shift qui se fait, un changement de paradigme vers l'audio immersif en général. On le voit dans la diffusion des concerts avec les systèmes de sonorisation qui aujourd'hui sont immersifs. Alors immersif, attention, hein, parce que ça ne veut pas forcément dire avoir du son qui tourne autour de nous en permanence. Ça peut vouloir dire sur une diffusion de concert, d'avoir une meilleure coordination entre ce que l'on voit et ce qu'on entend. Sur les systèmes de diffusion traditionnels qu'on a depuis 20 ans, bon, on a le chanteur qui s'exprime au milieu de la scène et on l'entend dans l'enceinte la plus proche de nous. Et ça gêne personne parce que c'est un paradigme. C'est comme ça, c'est le paradigme du concert. Et on sait qu'on entend le son venir d'un endroit qui n'est pas la source sonore, en fait. Néanmoins, pendant que ça se passe, le cerveau, il travaille pour recaler ce qu'il entend avec ce qu'il voit. Et c'est un travail qui se fait de façon un petit peu inconsciente, mais qui vient un peu, sans doute, perturber un peu l'expérience du concert, l'expérience d'écoute. Quand on utilise un système de sonorisation qui sera juste frontal, avec du son qui va venir juste du cadre de scène, mais où on va arriver à donner l'impression que la voix du chanteur vient vraiment du chanteur, et ben déjà, il y a quelque chose de beaucoup plus naturel qui se passe. Et ça, déjà, c'est de l'immersion. C'est un filtre en moins entre l'artiste et son public. Et c'est déjà pas du tout une petite chose. Et c'est un changement, par contre, de paradigme total entre la façon de produire en stéréo et la façon de produire en son immersif. Et je fais un gros paquet de son immersif dans lequel je vais avoir les systèmes de diffusion de concerts, mais également les systèmes d'écoute
individuelle immersive, c'est-à-dire l'écoute au casque en binaural. Voilà. Et donc là, on a une immersion qui se fait et on change énormément de paradigme d'écoute. On change presque le contrat d'écoute entre l'auditeur et les créateurs de contenu. Je mets les créateurs de contenu parce que c'est très large, hein. C'est depuis la production discographique musicale, mais jusque nous, chez nous aussi, faire un documentaire radio, par exemple, produit en binaural, il ne va pas être perçu tout à fait de la même façon. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le vrai changement de paradigme. Là, ce qu'on voit, c'est que les systèmes de sonorisation, toutes les grandes marques de matériel de sonorisation ont des processeurs aujourd'hui de spatialisation du son. L'écosystème, il est existant. Alors, il y a des problématiques assez compliquées de budget et de logistique parce que c'est plus d'enceintes à mettre en œuvre. Bon, je passe les détails pénibles. Du côté de la diffusion, on a évidemment Apple qui est extrêmement prescripteur sur le sujet avec l'audio spatial. On a aussi du Dolby Atmos chez Amazon Music, chez Tidal. Les choses sont en train de bouger chez Spotify, Deezer. Il n'y a rien de fait à ce jour, mais on sait que ces plateformes y réfléchissent aussi. Tout se met en place. Et puis surtout, pour la diffusion de ce son immersif, euh, tous les signaux sont ouverts puisqu'il n'y a besoin d'aucun équipement spécifique du côté de l'utilisateur. Écouter du son immersif au casque, donc avec la technologie binaurale, on le fait sans le savoir. Voilà, on prend les écouteurs de son téléphone et on a du son binaural en fonction de la qualité de son casque. Voilà, il n'y a aucune démarche spécifique à faire. Donc là, tout est ouvert pour que ça se développe. Ça, pour moi, c'est le vrai changement de paradigme. Je suis d'accord avec Frédéric là-dessus, où c'est que finalement, l'augmentation de ça va être c'est des corporates, hein, ce sont des grandes entreprises. Et puis, moi, j'ai un concept, c'est que ces grandes entreprises, elles vont toujours vous créer des besoins pour vous achetiez plus, en fait, hein. Mais jusqu'à présent, on s'est satisfait de l'abonnement Spotify ou Apple Music, qui c'était en compression de données. Là, elles sont en train de se dire, bon, on va monter la qualité audio et puis on va voir comment les gens vont réagir et on va faire plus cher au niveau Parce du... qu'il faut vendre plus Voilà. d'abonnements, il faut essayer Alors, de est-ce progresser qu'après, en tout termes le monde d'abonnements. va pas se mettre à faire du Dolby Atmos et puis augmenter encore un peu plus parce qu'il y aura un abonnement avec tout plus Dolby Atmos, un abonnement avec la haute qualité audio sans le Dolby. En fait, ils diversifient leurs œuvres, ils diversifient leurs appels commerciaux. Mais c'est comme ça que notre monde fonctionne. La musique, c'est de l'offre. C'est d'abord on offre un projet. Et est-ce que la demande va venir? C'est comme ça que ça fonctionne, hein, la musique. Et les corporates nous créent des besoins pour pouvoir acheter et ainsi de suite. Donc oui, pour moi, c'est commercial parce que jusqu'à présent, la manière de consommer la musique pour les gens n'était pas bon. Ça ne nous empêche pas, nous, de toujours chercher la qualité dans la production musicale, en fait. Et de jamais, depuis, ça fait quoi? Ça fait depuis 2006 que moi je fais du mastering, ça fait depuis 2006 que je vais jusqu'au bout, qu'à chaque fois que je donne un master, au client, j'ai toujours le moment où c'est que est-ce qu'il apprécie ce qui a été fait, il n'a pas apprécié ce qui a été fait, les retours de critique, les révisions, arriver au projet, finir les projets avec les artistes sont contents. Que ce soit pour un auditeur ou 1 million, le travail, il est le même. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, nous, de notre côté, on n'a jamais arrêté. Les technologies, le seul lambda qu'il va y avoir, c'est l'auditeur. C'est comment lui va vivre l'expérience musicale. Voilà, les studios sont toujours là. Bien sûr, quand il y a eu la crise du disque avec le MP3, on revient un peu en arrière. Les gens enregistraient la musique, les ordinateurs sont développés, les cartes sont arrivées, tout le monde faisait de la musique chez eux dans leurs ordinateurs, ainsi de suite. L'avènement de la musique électronique avec les laptop producers, comme on appelle ça. Et puis finalement, les gens vont de plus en plus en studio. Moi, voilà, dans mon bâtiment, j'ai un studio en bas de chez moi, c'est un gros studio à Toulouse. Il est tout le temps plein, quoi. Et Est-ce il a que une grosse mixage et voilà. sur la spatialisation, que ce soit Dolby Atmos, binaural, est-ce qu'il faut changer la production de la musique et le mastering de la musique, etc., pour qu'on puisse faire bénéficier, je sais pas, par exemple, si Deezer ou Spotify demain décident de passer entièrement en binaural, ou Apple Music décide de passer son offre vraiment de base
en Dolby Atmos, il faut que les maisons de disques, donc les artistes, relivrent leur catalogue en entier, où il y a déjà des choses qui sont possibles avec le master tel En qu'il est. fait, on va pas, hormis si vous avez envie de remasteriser un concert de Motley Crue avec Tommy Lee qui est sur sa batterie, qui fait le tour à l'envers, qui fait un looping, et puis dans le Dolby Atmos, j'ai envie de faire vivre ça aux gens en temps réel, et puis vraiment les mettre comme si c'était avec Motley Crue. À ce moment-là, oui, il va y avoir un retravail. Après, on va pas, comme disait tout à l'heure Frédéric, on va pas changer le plan de scène, on va pas changer le cadre de scène parce qu'on va pas mettre le batteur au plafond, le bassiste dans le coin en bas à droite. On va garder quand même une certaine scénographie, mais on va faire. Là, je discutais avec l'assistant d'Olivier Lude qui travaillait sur le nouveau concert d'Indochine qui doit être diffusé dans les salles de cinéma en Dolby Atmos. Les gens sont vraiment dans le public au cinéma en fait, et ils voient Indochine sur l'écran. Donc, si les gens qui n'ont pas pu aller au concert, c'est une autre manière. Les cinémas aussi vont dans ce sens-là parce qu'ils vont pouvoir diffuser du concert comme si vous étiez au concert, entre guillemets. D'accord? Parce que le son immersif va permettre ça, et parce que vous allez entendre les gens qui crient à côté de vous, et puis vous allez entendre, je sais pas, Nicolas Sirkis qui arrive et qui a sur un prolongement de scène à l'avant, vient vers vous, et puis recule. Si vous avez des lunettes 3D, bien, vous allez être encore plus à l'intérieur du concert. Donc tout ça, en fait, c'est là, moi, je vois vraiment, on a dépassé le plan stéréophonique, en fait, pour de vrai. Et là, on a vraiment la sensation de spatialisation. Je discutais avec un ami à moi qui est le doyen de la faculté de Toulouse en psychologie. Ils sont en train de monter une cabine de réalité virtuelle où c'est que bien ça va aider, par exemple, les gens qui ont des traumas suite à la guerre, ce genre de choses, à pouvoir les aider à les remettre en situation dans l'endroit où ils ont eu les traumatismes, complètement immergés peut-être dans, je sais pas, dans une tranchée en 14-18. Voilà, c'est un exemple pour éviter et puis faire revenir les gens à la réalité, leur faire oublier leur trauma, tout ce genre de choses. Là, on arrive à un point où c'est que, avec la stéréo, la fiction, elle était devant nous, et puis elle pouvait reculer, avancer, s'élargir, monter descendre un peu de fréquence. Maintenant, la fiction, on est dedans en fait. On fait partie de la fiction, qu'elle soit vidéo, qu'elle soit musicale, et ça, c'est notre monde. C'est complètement un autre monde. Et si c'est aussi simple que le dit Frédéric de aujourd'hui consommer cette fiction-là, qu'elle soit musicale ou cinématographique, mais c'est incroyable. En fait. On part c'est un total autre, c'est un autre monde en fait. Après, Frédéric, vas-y. les gens vont pas maintenant créer la musique en Dolby Atmos, il faut la concevoir dès la base en fait. Parce que reprendre des albums qui ont déjà été faits, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire bien mettre peut-être un peu plus de reverb, ou je sais pas, peut-être que Frédéric pourra plus élaborer là-dessus, mais moi je vois pas comment on va distordre quelque chose qui a déjà été fait en fait. Mais on pourrait, Frédéric, au-delà il ne s'agit pas du tout d'imaginer une réécriture sonore des œuvres qui sont existantes, mais est-ce que imaginer que FIP, qui est une radio uniquement musicale, soit diffusée en binaural, par exemple, intégralement, ça aurait un intérêt aujourd'hui? Non, parce que le catalogue qui est diffusé sur FIP, c'est un catalogue stéréo, donc ça n'a pas de sens de le diffuser. Enfin, on va pas l'upmixer, on va pas créer quelque chose d'intéressant, voilà, de façon simple. La musique, en fait, c'est un changement de paradigme, le son immersif. La stéréo, c'est quoi? C'est ce qui a été rendu possible techniquement voilà, dans les années 60, en fin des années 60. Donc, techniquement, il y a eu cette capacité d'avoir plus un seul canal comme avant, mais 2 canaux. Et donc, ça a permis de faire des choses. Donc, il y a eu des essais au début qui étaient plus ou moins réussis. Et puis après, toute l'industrie musicale s'est calée sur ce format. Et donc, toute l'industrie, ça veut dire évidemment tout le matériel de l'ingénieur du son. Et Christophe, dans son studio, a sans doute des tonnes de matériel de super bonne qualité, qui est du matériel stéréophonique, avec 2 canaux. Voilà, parce que c'est le paradigme, on est comme ça. Et puis également, et c'est le plus important, la production musicale, c'est-à-dire la façon dont on fait les arrangements et tout ça, sont pensés pour ce système de diffusion, qui est un système de diffusion qui n'est absolument pas naturel, qui est un système technique qui a été mis à notre disposition, à nous les ingénieurs du son et à nous tous les auditeurs. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire
au mieux. Et c'est ce qu'on fait depuis 70 ans. Comment est-ce qu'on exploite ce système-là? Comment est-ce qu'on arrange? Comment est-ce que je donne de la largeur? Comment est-ce que j'instrumente? Comment est-ce que j'organise mon mixage pour que ça sonne bien en stéréo? Et tout ça, c'est à la fois de l'arrangement, donc de l'écriture musicale, et à la fin, et également de l'artisanat d'ingénieur du son qui va trouver des tips and tricks qui vont faire que ça va super bien sonner et qui vont permettre même de dépasser des limitations de la stéréophonie. Et donc, tout le catalogue existant aujourd'hui, bah, il est fait comme ça. Donc, on va pas, à moins de tout déconstruire pour tout refabriquer, un truc qui n'est pas fait pour, ça a un intérêt un peu limité de reprendre des choses déjà existantes pour les remixer en son immersif. Ça va coûter Beaucoup cher. plus intéressant de réfléchir à une nouvelle façon d'écrire la musique pour ce format qui offre finalement plus de liberté. Et attention, c'est pas une question qualitative. Je ne suis pas en train de dire que la stéréo, c'est mauvais. En fait, la stéréo, c'est une façon de faire. Le son immersif, c'est une autre façon de faire. Voilà, de la même façon qu'on va avoir un photographe qui va trouver ça super de faire des choses en noir et blanc, et d'autres qui vont dire bah, moi je l'ai fait en couleur. Voilà. Bon, aujourd'hui, principalement, on fait de la couleur parce que il y a plus de liberté, plus de naturel, nanana, tout ce que vous voulez. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le noir et blanc, c'est nul. Voilà, c'est un peu le message là, qu'on pourrait dire. Néanmoins, le son immersif va lever quand même énormément de limitations de la stéréophonie. Par exemple, le fait que pour écouter de la stéréo, c'est juste l'enfer. Il faut être à équidistance des deux haut-parleurs. Qui fait ça? Bah, personne, en fait. Personne. Personne. Et on retombe sur ce qu'on parlait tout à l'heure, quoi, avec Voilà, exactement. Alors là, voilà. Donc, par contre, le seul endroit où on est bien placé, c'est dans son casque. Voilà, on est ça. à peu près bien positionné. Il va être le Donc, point. au casque, là, il y a une chose qui va être extrêmement importante. Donc, quand on parle de Dolby Atmos, en fait, Dolby Atmos, c'est un système qu'on appelle de son orienté objet, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de s'adapter au système d'écoute de l'auditeur au mieux. C'est-à-dire que si sur mon téléphone à pomme, là, je mets mes AirPods dans les oreilles, il détecte un casque, il va prendre le master Dolby Atmos sur Apple Music et il va l'encoder en temps réel en binaural. Cet encodage en temps réel lui permet de faire une chose qui est extrêmement intéressante, c'est d'organiser un suivi des mouvements de la tête. C'est-à-dire que si j'ai le chanteur qui est en face de moi, je tourne la tête, il ne bouge pas de place. Voilà. Alors que quand j'écoute une stéréo au casque habituellement, le chanteur, déjà, il n'est pas devant moi, il est plutôt quelque part là. Mais en tout cas, si je tourne la tête, bah, il tourne avec moi. Voilà. Et là, on est dans quelque chose qui est absolument pas naturel. Voilà. Et quand on arrive à avoir ce binaural avec suivi des mouvements de la tête, on retrouve un naturel dans l'écoute qui est juste incroyable, qui peut être un peu perturbant au début parce qu'on est tellement habitué à ce que les choses nous suivent quand on écoute au casque que là, d'un seul coup, en retrouvant cette écoute naturelle, ça peut être un petit peu perturbant. Néanmoins, une fois passé cette petite sidération du début, une fois de plus, c'est sans doute un filtre en moins entre l'artiste et l'auditeur. Voilà. Il nous reste un quart d'heure, on approche de la fin de notre discussion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment pour les poser sur le chat. Je les prendrai dans ma voix. On a eu quelques questions déjà, notamment une sur les formats physiques. Où on a eu aussi des propositions de haute qualité, SACD, SHM. CD. Alors ça, je ne connaissais pas le SHMCD personnellement, si vous pouvez nous en parler. Et plus globalement, sur les pressages vinyles, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur les pressages sur le vinyle, dans le sens où on a eu beaucoup dans les médias, en termes grand public, hein, cette mythologie qui s'est construite sur une écoute qui serait plus qualitative à partir du moment où on est sur un vinyle. Est-ce que c'est une réalité permanente ou est-ce que il y a aussi beaucoup de marketing dans tout ça? Christophe, je te vois sourire, donc c'est à toi. Ouais. Oui et non, non, c'est qu'en fait, sur le vinyle, on a quand même basé, pour nous, notre génération, aujourd'hui, moi je suis des années 80,
Puis mes parents et tout ça, on a quand même basé notre vie, notre écoute, nos ressentis musicaux sur l'industrie qui était sur le vinyle, sur les grands groupes sur le vinyle, où c'est qu'on a eu beaucoup d'émotions sur la musique couchée sur vinyle. C'était le format prédominant. Maintenant, aujourd'hui, ben, il faut savoir que le vinyle n'a jamais chuté en vente, en fait. Les gens ont détourné le regard parce que bien le CD était là, c'est plus petit, il y a moins de contraintes d'équipement parce que n'importe quelle platine entre guillemets qu'on va acheter à un supermarché ou dans un magasin, mais ben, ça va lire le CD, hein, alors que le vinyle, l'aiguille, le préampli qui décolle le vinyle parce que le vinyle est codé avec une certaine courbe de réponse en fréquence pour pouvoir le graver et le créer en fait avant le pressage quand on crée les matrices. Donc tout ça inclut a une incidence sur le son, c'est quand même un peu plus ésotérique comme écoute, et puis ben, du fait de ces limitations physiques hein, qu'il a, alors que le digital n'a aucune limitation physique, entre guillemets, hein, eh bien on va privilégier, ben, on peut pas, par exemple, quand on grave un vinyle, avoir des fréquences qui sont trop violentes aux alentours des hauts médiums, ce qui fait que ben, les charlets un peu agressifs comme ça, on va éviter parce que la tête de gravure peut casser. Il faut savoir qu'une tête de gravure de vinyle, quand je vais lui dire une fréquence de 6000 Hz, elle oscille 6000 fois par seconde en fait. Donc c'est quand même assez violent. Donc on va éviter certaines fréquences et ça va donner un son qui va être un peu plus rond. Maintenant, après, il en découle derrière, eh bien, quand on va presser le disque, chez qui on le fait presser, chez qui on va graver la matrice avant, dans quelle usine on va faire presser le disque, quel matériau va être utilisé, quel va être le mélange de vinyle, la température de presse, la température du lieu de pressage, tout ça, ça a aussi une incidence sur ben, la qualité de ce qu'on appelle le puck, en fait. C'est le palais de vinyle qui va être écrasé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de vraiment bonnes personnes qui savent régler des presses à vinyle dans le monde, et puis elles sont un peu loquées dans et elles sont enfermées dans leur entreprise, elles ne peuvent pas sortir. Donc le temps que les nouvelles presses vraiment arrivent à trouver une bonne qualité de son, moi je reçois des tests pressing de labels qui font presser dans des petites presses à vinyle qui se sont montées. Il y a des problèmes de dégazage sur les disques, c'est-à-dire qu'il y a des grosses marques blanches, ça accroche un peu dans les médiums. C'est tout un art le vinyle. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a de fait que ben, ça a été mis sur le devant de la scène et que les gens ont continué d'acheter du vinyle. Ça a été un peu remis au goût du jour, on va dire, ben, par peut-être l'industrie et puis de manière commerciale. Parce que le vinyle, quand vous allez l'acheter, vous allez dépenser allez, on va dire entre 20 et 30 euros, quoi, direct dans la poche. Voire sensiblement plus de 30 désormais. Voilà. Hein, Alors que le MP3, vous allez payer, le streaming ne paye pas aujourd'hui, on peut dire ça. Donc les labels, ils ont relancé un peu la bécane, et puis ce qui se passe, c'est que ben, aujourd'hui, les délais de pressage sont énormes, c'est des problèmes. Moi, je continue de travailler avec mon graveur vinyle, parce que moi, je ne grave pas le vinyle directement, mais je travaille avec un graveur vinyle depuis des années. Avant, je suivais vraiment toute l'étape avec le pressage où il allait, ce genre de choses. Aujourd'hui, j'arrête parce que c'est des délais d'un an et plus. Les gens ont des appels d'offres de cette semaine, et puis ça finit, c'est 16, 17, 20, 22, un an. Et on a des produits qui sont moins qualitatifs parce que bien, voilà, il y a des crises avec le pétrole, il y a des crises énergétiques, il y a tout ça qui se passe, et ça impacte tout le système en fait. Donc oui, en fait, le vinyle, c'est une autre manière d'écouter. C'est juste que ça fait partie de notre industrie et de notre histoire musicale, d'accord? Et que ça a entre guillemets, les gens vont plus le connoter comme avoir un son parce que on va dire que c'est analogique si on dit d'un côté, donc ça reste au lieu d'être des 1 et des 0 dans l'encodage numérique, ça va rester des courants et de l'énergie dont on a conscience en fait, et qu'on écoute vraiment cette énergie sur un disque, parce que si vous faites tourner le disque sans mettre d'ampli derrière et qu'avec une aiguille, vous entendez la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous entendez vraiment la musique sur le disque. Donc, si vous voulez, ça a un autre impact, c'est plus physique, entre guillemets. Donc, les gens ont la sensation que ça leur parle mieux.
Mais bon, vous prenez les 45 tours, pour moi, le 45 tours, c'est le MP3 du vinyle, quoi, par exemple. C'est comme ça parce que il y a des 45 tours qui sont c'est assez inaudible, certaines choses, parce que c'est criard, et puis il n'y a pas de basse, et puis voilà. Et Frédéric, cette résurgence d'un format physique qui a été le vinyle, est-ce que en termes sonores, c'est systématiquement intéressant par rapport, typiquement, on a beaucoup parlé du numérique, du streaming depuis le début de la discussion. Voilà, est-ce que le vinyle c'est intéressant ou est-ce qu'on n'a pas, on n'a pas parlé du CD qui est toujours un peu le vilain petit canard parce qu'il l'a été dans l'histoire de la musique en bonne partie, mais finalement, ça reste un objet en termes de qualité sonore qui est plus qu'intéressant. Oui, je pense que j'ai l'impression que ça répond peut-être à un besoin de certaines personnes, bah, oui, d'avoir, côté collectionneur de la musique, avoir un objet, s'identifier à l'objet, et cetera. Voilà, après en termes de qualité, bon, OK, c'est un support analogique, la musique elle est pas produite en analogique, enfin la plupart du Oui, temps, on est passé dans voilà, il y a un peu filtre. un certain nombre de moulinettes pas très bio quand même, entre le micro et l'arrivée au mastering. Ouais. Donc repartir sur un support analogique à la fin, ça a un côté un petit peu artificiel à mon sens. Voilà, Mhm. moi je travaille pas dans l'industrie, musicale discographique, moi je suis plus dans voilà, donc c'est vraiment mon avis, qui vaut ce qui vaut, hein, C'est ça. Avec le vinyle, comme tu disais, Frédéric, tu auras plus une part de l'artiste, en fait. Tu vas t'acheter une part de l'artiste et tu vas pouvoir collectionner un objet. on va Et en pouvoir fait, garder. Ouais, comme le CD est tombé en disgrâce, entre guillemets, les gens, avec les formats dématérialisés, ils n'avaient pas l'objet de collection, ils n'avaient pas le livret, ils ne pouvaient pas regarder les paroles, les photos à l'intérieur de tout la- l'art et puis tout ce qui avait été fait sur la pochette. Donc le vinyle, ben, c'est ce qu'il y avait dans les magasins, et les gens ont acheté. Et puis surtout, ouais. il y avait Et puis cette il y a légende de le tout seul. côté, montre-moi ta discothèque, je te dirai qui tu es. Donc Voilà, avec c'est mon ça. abonnement Cobuzz, on a l'air malin là-dessus, hein. Ouais, c'est ça. Et surtout que je vous dirais aujourd'hui, moi, voilà, j'ai deux disques. Je me suis amusé à acheter. C'était quand? C'était l'année dernière. Ça avait été les 20 ans, les 30 ans, je sais plus. Non, les 20 ans de l'école du micro d'argent de Hayam. Et j'ai acheté le repress comparé à l'original vinyle, quoi. Le repress, il est juste à chier, entre guillemets, quoi. Ils sentent pas bien du tout, ça sature, les voix sont hyper criardes, c'est pas. Voilà, c'est aussi un outil marketing comme tout. On va, on va provoquer des besoins chez les gens. Voilà, et puis les maisons de disques savent le faire et savent créer des coffrets avec toute la discographie. Et puis, si vous êtes fan de l'artiste, il joue sur la corde, vous allez acheter automatiquement le coffret. Regardez Johnny Hallyday, il continue à vendre des disques, et je sais pas combien, alors qu'il est plus sur Terre, quoi. Donc, c'est tout un argument marketing. Et puis, après, c'est un choix d'écoute. Voilà, c'est comme quelqu'un qui a dit non, moi, ça ne m'intéresse pas, j'écoute qu'au casque. La personne qui dit non, moi, le casque, ça ne m'intéresse pas, j'écoute que du vinyle. Voilà, tous les choix sont dans la nature et tous les goûts sont dans la nature. On a une question sur justement un autre mode d'écoute qu'on a à peine, enfin on l'a un petit peu abordé, c'est alors les enceintes Bluetooth, les enceintes connectées, les assistants vocaux d'ailleurs par ailleurs, hein, qui sont aussi entrés dans les foyers et qui sont aussi un mode d'écoute de la musique. Alors enceintes Bluetooth, assistants vocaux, mais en tout cas est-ce que on a une question sur la recherche pour essayer de faire tenir le meilleur son possible dans des machines qui sont assez petites. C'est intéressant, c'est un vrai nouveau monde de l'écoute, ces appareils-là. Bah, complètement, oui, parce que ça apporte, ouais, enfin, c'est un peu la suite du ghetto blaster, on va dire, hein. Mais sauf que ce qui se passe, c'est que dans ces enceintes, il y a énormément de processing et donc ça veut dire qu'avec, en mettant pas beaucoup d'argent sur du haut-parleur de qualité et tout ça, on arrive quand même à sortir, grâce au processing, un son qui est pas forcément génialissime, mais qui est quand même d'une qualité qui est quand même
pas mal du tout, quoi. Et on voit apparaître aussi un certain nombre, d'enceintes qui sont pas juste des enceintes mono, mais des enceintes Dolby Atmos, son immersif en général, voilà, qui vont, jouer sur des effets transauraux et ou avec des haut-parleurs dirigés vers le plafond un peu caché, voilà, bon, avec, toute une tambouille infernale et qui permettent d'avoir ce son immersif aussi, sur enceinte, qui sera sans doute, de moins bonne qualité que si on avait un vrai système hi-fi multicanal, mais par contre qui amène simplement, et c'est ça la clé évidemment, hein, simplement le son immersif sur haut-parleur chez les gens. Voilà, notamment, dans les barres de son. Les Mmh. barres de son qui fonctionnent pas si mal que ça en son immersif. Mmh. Et même, hein, les boombox là, hein, comme je montrais tout à l'heure, celle-là, moi j'en ai 2 de la même marque. Bon, ben voilà, parce que c'est il y a différents modèles. Hem, c'est aussi parce que la musique qu'on écoute aujourd'hui avec, comme disait Frédéric, avec des haut-parleurs qui sont pas forcément de très grande qualité, mais avec beaucoup de processing. Je le disais tout à l'heure, la musique, elle est, c'est beaucoup la musique avec une grosse énergie rythmique. Donc faire une enceinte qui a une grosse percussion et qui tape, et parce que c'est les musiques actuelles des jeunes, ce qu'ils écoutent, que ce soit du rap, de la techno, ou la musique électronique, c'est assez simple de faire vibrer ça. Ouais, là, il y a un gros parleur de basse de ce côté, un gros parleur de basse de l'autre côté, et puis l'enceinte, quand elle bouge, si vous la posez sur un, sur une table creuse ou un meuble creux, vous allez avoir du sub qui va sortir du meuble et vous savez même pas pourquoi. Voilà, parce qu'il y a tout un procédé derrière où c'est que les gens ils vont dans un autre sens de l'ingénierie, je pense, qui doit être totalement, ça doit être super intéressant. Mais on arrive à créer aujourd'hui avec les technologies, l'avènement des technologies, puis le faible coût des technologies, à développer des choses qui sont assez incroyables finalement. Et puis tant mieux, parce que si les gens sont satisfaits, moi le premier, quand je fais ma cuisine avec ma boombox dans mon escalier, voilà, Et je consomme. la musique peut aussi profiter de l'équipement des foyers en home cinéma, où, il y a où des préoccupations sonores, différentes? Ou est-ce que voilà, il y a beaucoup de foyers qui s'équipent en home cinéma, c'est des bons systèmes pour diffuser de la musique? Pourquoi pas? Bah, oui, bah, d'ailleurs, de toute façon avec les propositions, Dolby Atmos notamment d'Apple, bah, voilà, on se branche, si on branche son téléphone avec un câble HDMI sur son ampli home cinéma, on a directement le mix Dolby Atmos sur le home cinéma. C'est assez simple. Et On c'est se ça qui est incroyable, c'est que c'est Ouais. simple en fait. Il n'y a pas besoin de lire un manuel de 40 ou de 60 pages pour savoir faire fonctionner la machine. Et c'est ce qui permet aujourd'hui aux gens de consommer, et puis puis finalement la facilité. Et puis c'est comme ça. Comme je disais, comme je peux dire, McDo est là, on n'aime pas McDo, mais on y va quand même parce que ça dépanne. Et là, les gens, c'est pareil, c'est facile, c'est des choses qui sont faciles à avoir, c'est facile d'aller manger à McDo. Et là, c'est pareil, de consommer la musique, c'est aussi facile aujourd'hui d'avoir quelque chose de qualité parce qu'on branche juste un câble HDMI sur son iPhone, c'est quelque chose que je ne savais même pas. Et je trouve ça formidable finalement, d'avoir accès à ça. Alors maintenant, si les gens ils s'éduquent et puis ils vont dans une direction où c'est voilà, ils développent leur goût, leurs sensations, ce genre de choses, tant mieux. Après, si c'est avoir le dernier système, le dernier cri, et puis du moins l'utiliser en n'étant jamais au bon endroit ou en écoutant comme il faut, bon, ben, les gens vont acheter ça et ça sera désuet, et puis il vaut mieux qu'ils achètent une boombox, quoi. Il est, quasiment 12h30. Peut-être qu'on va s'arrêter là avant de repartir vers d'autres sujets. Angélique, est-ce que je te repasse la parole? Oui, je te remercie, Sofian. Bah, merci à vous tous. C'était passionnant. Je vous ai tous écoutés avec une oreille attentive, malgré le son de l'ordinateur, pas forcément génial. Mais voilà, c'est passionnant et on voit bien il y a énormément de ponts à faire avec le live, évidemment. Et alors, il y a peut-être un petit bémol, j'aurais apprécié finalement, et ça sera l'occasion finalement d'organiser une nouvelle rencontre, mais d'avoir le point de vue des artistes sur tout ça. Ce serait intéressant.
Et pourquoi pas aussi parfois du spectateur, bien que au regard de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, je crains que l'attente de la qualité ne soit pas forcément encore au rendez-vous. Mais bon, j'ai plutôt l'impression finalement que le spectateur ou la personne, le public qui va être à l'écoute va prendre ce qu'on lui propose et être plutôt effectivement dans des effets de marketing ou de mode et moins dans une attente personnelle qualitative. Mais j'espère me tromper. Nous verrons ça. En tout cas, ce sont des sujets qu'on s'appliquera à déployer encore chez Agisson. Merci aux personnes qui nous ont rejoints via le Facebook Live. J'espère que vous avez appris des choses, ou en tout cas que vous avez apprécié tous ces échanges. Et je vous invite à continuer à suivre les perspectives sonores. La semaine prochaine, nous serons en présentiel le 22 aux journées techniques du spectacle et les JTSE, pour le dire plus simplement, si tout le monde connaît un petit peu les JTSE. Et puis le 23, nous serons au Glazart également, donc 2 journées en présentiel, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et un dernier webinaire aura lieu le 29 novembre, et là, on sera plus sur les études d'impact des nuisances sonores, et on fera une ouverture au niveau européen. Voilà, je vous remercie tous d'avoir participé encore une fois, et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Merci à Merci. vous. Au Merci à vous. revoir. Au revoir.